Le matin de mon 70e anniversaire, je me suis réveillé avant tout le monde dans la maison. C'était mon habitude depuis 40 ans. Un café à 5h30, debout devant n'importe quelle fenêtre orientée à l'est, à regarder le ciel changer de couleur avant que le monde ne commence à faire du bruit. Dans la maison que j'avais fait construire à Lyon, c'était la fenêtre de la cuisine qui faisait face à l'est. Dans la maison de mon fils Julien, où je vivais depuis 2 ans et demi à Saint-Cloud, c'était une petite fenêtre de toilette au bout du couloir. Je restais là dans le noir avec mon bol, regardant la clôture du voisin, et je me rappelais que c'était temporaire. Que j'étais ici parce que ma famille avait besoin de moi. C'est ce que mon fils Julien m'avait dit lorsqu'il m'avait appelé il y a 3 ans. Sa femme Claire venait de reprendre le travail après leur 2e enfant, et les frais de garde les dévoraient tout crus. 4 000 € par mois pour 2 enfants de moins de 5 ans. Julien disait qu'il coulait. Il disait qu'il ne savait pas à qui d'autre demander. J'étais retraité depuis 8 mois après 35 ans de carrière en tant qu'architecte urbain. J'avais une pension. J'avais des économies. J'avais une maison entièrement payée dans une ville où j'avais vécu depuis que mes garçons étaient à l'école primaire. J'avais un jardin dont je m'occupais chaque printemps et un voisin nommé Bernard qui passait les dimanches pour regarder le rugby et débattre de choses sans importance. J'avais une vie tranquille, mais c'était la mienne. J'ai vendu la maison en 2 semaines. Le marché était excellent. Je suis parti avec assez d'argent pour me sentir en sécurité et j'ai mis mes meubles dans un garde-meuble, mes vêtements dans la chambre d'amis de Julien, et mes matins dans ce couloir étroit face à la clôture du voisin. Pendant 2 ans et 7 mois, j'ai été là chaque jour. J'ai conduit mes petits-enfants à la crèche puis à l'école maternelle. Je suis allé les chercher. J'ai emmené l'aîné, Lucas, à ses cours de judo les mardis et jeudis. J'ai emmené la petite, Léa, à ses rendez-vous d'orthophonie les vendredis. Je préparais le dîner 3 soirs par semaine parce que Claire rentrait tard les lundis, mercredis et vendredis. J'ai réparé la porte du garage 2 fois, repeint la chambre du fond, et passé tout un week-end en octobre à aider Julien à monter un abri de jardin qu'il avait acheté en kit et laissé dans le garage pendant 4 mois parce qu'il n'avait pas le temps. Je n'ai rien demandé en retour. Ce n'était pas pour cela que j'étais venu. Je suis venu parce que Julien m'avait dit qu'il avait besoin de moi. Et parce que Lucas et Léa étaient les meilleures choses qui me soient arrivées depuis la naissance de leur père. Et parce que rester devant la fenêtre des toilettes dans la maison de quelqu'un d'autre était un prix que j'étais prêt à payer pour être utile. Je pensais que Julien comprenait cela. J'ai découvert le jour de mon anniversaire qu'il n'en était rien. La fête était une idée de Claire, ou du moins c'est ainsi que Julien me l'avait présenté quand il en avait parlé brièvement environ 2 semaines auparavant. Un dîner le samedi soir, quelques-uns de leurs amis, ses parents à elle, son frère et sa femme. Il l'a dit presque de la même manière qu'on mentionne un rendez-vous chez le dentiste, avec désinvolture, comme s'il cochait une case. J'ai demandé si je devais préparer mon gigot d'agneau de 7 heures. Je le préparais depuis que Julien avait 12 ans. Il avait été de tous les rassemblements familiaux depuis 25 ans. Il a répondu que bien sûr, ce serait génial. Et puis il est retourné à ce qu'il faisait sur son téléphone. J'ai préparé l'agneau. Une cocotte pleine, la vraie version, celle qui prend des heures et utilise des herbes de Provence spécifiques que j'ai dû aller chercher à 40 minutes de route dans une épicerie fine parce que celle du supermarché ordinaire n'était jamais assez parfumée. J'ai fait un gratin dauphinois maison. J'ai acheté une excellente bouteille de cognac parce que le beau-père de Julien, Richard, aimait les digestifs de qualité et je pensais que ce serait un beau geste. Le soir de la fête, je me suis habillé et je suis descendu à 18 h, l'heure à laquelle Julien avait dit que les gens arriveraient. La maison était déjà pleine. Les parents de Claire étaient là, Richard et Carole, son frère, Thomas, et sa femme, Tania. 3 couples que j'ai reconnus comme étant des amis du quartier de Julien et Claire. Une femme que je ne connaissais pas et qui s'est avérée être une collègue de Claire. Personne ne m'a présenté. Je suis resté dans le salon de mon fils pendant 4 minutes. J'ai compté parce qu'après la première minute, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Et après la 2e minute, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Et à la 4e minute, j'en étais certain. Julien était à l'autre bout de la pièce en train de parler à Thomas. Il m'a vu. Il a levé le menton de la manière dont on salue quelqu'un que l'on connaît vaguement à la salle de sport. Puis il est retourné à sa conversation. Claire est sortie de la cuisine, m'a regardé, a souri de la façon dont on sourit à quelqu'un qui vient d'arriver pour réparer la box internet,
et a dit que c'était bien que j'ai fait l'agneau. Elle m'a demandé si je pouvais l'installer sur la petite table d'appoint. Puis elle s'est dirigée vers Carole et elles se sont embrassées en riant de quelque chose que je n'étais pas assez prêt pour entendre. J'ai posé l'agneau sur la table d'appoint. Je suis resté près de lui pendant un moment. Les gens se servaient et disaient des choses comme c'est délicieux à la cantonade, sans chercher à savoir qui l'avait préparé. Richard s'est versé un verre du cognac que j'avais acheté et a remercié Julien d'avoir choisi de la qualité. Julien a dit merci et ne l'a pas corrigé. À un moment donné, j'ai trouvé une chaise près de la fenêtre, une chaise qui avait été un peu poussée de côté pour faire de la place à une table haute de réception louée, et je m'y suis assis. Je suis resté là pendant presque 1 heure. Lucas est venu s'asseoir à côté de moi un moment et m'a montré quelque chose sur une tablette. C'était le meilleur moment de la soirée. Quand Claire l'a remarqué, elle a dit à Lucas d'aller jouer avec Léa parce que les adultes discutaient, même si aucun adulte ne m'avait adressé la parole depuis 40 minutes. Après le départ de Lucas, j'ai regardé mon fils à l'autre bout de la pièce. Il riait de quelque chose que Thomas disait. Il était détendu. Il était à l'aise d'une manière qui signifiait qu'il ne pensait pas du tout à moi. Il ne se demandait pas si j'allais bien. Il ne pensait pas que c'était mon anniversaire et que j'étais assis seul sur une chaise mise à l'écart pendant que les gens mangeaient la nourriture que j'avais cuisinée et buvaient le cognac que j'avais payé. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère. Pas exactement. La colère a de la chaleur. Ce que je ressentais ressemblait plus à la sensation que l'on éprouve quand on cherche une rampe dans le noir et qu'elle n'est pas là. Une compréhension soudaine d'un espace vide là où quelque chose de solide était censé se trouver. J'avais vendu ma maison pour cela. J'ai posé mon assiette, j'ai pris ma veste sur le crochet près de la porte d'entrée et je suis sorti. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai rien dit à Julien ni à Claire. Je n'en avais pas besoin. Il y a un type de message qui ne s'exprime que par l'absence d'une personne. Et j'avais appris au cours de mes 70 ans que cela a tendance à frapper plus fort que n'importe quel mot. Je suis resté assis dans ma voiture dans leur allée pendant environ 10 minutes. Je ne savais pas trop où j'allais. J'avais un garde-meuble plein de meubles et un virement de pension qui arrivait le 15 du mois, mais plus de maison. J'ai appelé mon fils cadet. Mathieu a 43 ans, vit à environ 2 heures de route, travaille dans la logistique, est marié à une femme nommée Amandine qui a un rire comme une alarme de voiture et prépare le meilleur gratin de courgettes que j'ai jamais goûté. Mathieu n'est pas le fils qui avait besoin de moi. Il a toujours été stable d'une manière qui signifiait qu'il n'appelait pas en cas de crise, ce qui signifiait aussi que j'oubliais parfois de l'appeler assez souvent. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit où j'étais. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, sans drame, juste les faits de la soirée exposés dans l'ordre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence, puis Mathieu a dit « Papa, prends l'autoroute et viens ici ». J'ai roulé 2 heures dans l'obscurité. Quand je me suis garé dans l'allée de Mathieu, la lumière de sa cuisine était allumée et Amandine se tenait à la porte. Elle avait réchauffé le gratin. Elle avait fait du café. Elle n'a rien dit de pitoyable ou de compliqué. Elle a posé l'assiette devant moi, s'est assise en face de moi à la table et m'a dit de tout leur raconter. J'ai passé la nuit dans leur chambre d'amis, qui avait une fenêtre orientée à l'est. Le matin, pendant que Mathieu préparait des œufs, j'ai réfléchi à ce que je possédais réellement. J'avais des économies, une somme importante, parce que j'avais vécu prudemment pendant 40 ans, et parce que la vente de la maison avait été fructueuse. J'avais une pension. Il s'est avéré que j'avais pris quelques décisions discrètes dans les mois précédant cette fête d'anniversaire dont je n'avais pas parlé à Julien. Parce qu'à l'époque elle semblait être de la gestion financière ordinaire et que je n'avais pas pensé avoir besoin d'expliquer mes finances à mon fils. La première décision concernait un terrain que je possédais. Je l'avais acheté il y a 20 ans, 5 hectares à environ 60 km de Lyon, initialement avec l'idée vague d'y construire un jour un chalet de week-end. Je n'ai jamais construit le chalet. La terre était restée là, prenant de la valeur alors que je l'oubliais pendant des années. 6 mois avant mon anniversaire, un promoteur m'avait contacté pour l'acheter. J'avais négocié soigneusement, pris mon temps, et signé les papiers. La vente s'était conclue 3 semaines avant cette fête. La deuxième décision concernait le garde-meuble. Dans les semaines qui ont suivi le moment où il m'est apparu clairement, sans que je puisse tout à fait le nommer, que quelque chose dans la maison de Julien ressemblait de plus en plus à un arrangement pour le personnel plutôt qu'à une relation familiale.
J'avais commencé à sortir discrètement des affaires du garde-meuble pour les installer dans un appartement meublé que j'avais loué dans la ville de Mathieu. Pas tout. Juste les choses qui comptaient. Mes livres, la collection de montres de mon père, l'équipement de cuisine que j'utilisais réellement. L'appartement avait un bail mensuel, une cuisine décente et une fenêtre orientée à l'est. Je n'en avais rien dit à Julien parce que Julien ne m'avait pas interrogé sur ma vie depuis bien longtemps. 2 jours après mon anniversaire, je suis retourné chez Julien pour récupérer mes dernières affaires. J'y suis allé un mardi matin quand je savais que Julien serait au travail et que les enfants seraient à l'école. Claire était à la maison. Elle a ouvert la porte et m'a regardé avec une expression qui avait manifestement été préparée à l'avance, un regard de préoccupation soigné et poli. Elle a dit qu'elle était contente que je sois revenu, que Julien s'était inquiété, qu'ils se sentaient tous les deux terriblement mal par rapport au déroulement de la soirée. J'ai répondu que j'en étais convaincu. Elle a dit qu'il voulait discuter de tout cela, que Julien avait eu l'intention d'appeler, que les choses avaient été tellement chargées. J'ai dit que je comprenais ce que signifiait être chargé. J'avais été moi-même bien chargé pendant 2 ans et 7 mois dans cette maison. J'ai dit que j'allais récupérer mes affaires dans la chambre d'amis et que je ne les dérangerais plus. Elle a demandé ce que je voulais dire par ne plus les déranger et a rappelé que j'habitais ici. J'ai répondu que c'était le cas auparavant. Elle m'a suivi à l'étage, continuant de parler. Elle a dit que la fête ne signifiait rien, qu'il était juste difficile de gérer autant de monde, que je devais comprendre à quel point recevoir était stressant. J'ai dit que je comprenais. J'avais cuisiné l'agneau et le gratin et acheté le cognac. J'avais donc une certaine connaissance des efforts fournis pour la soirée. Elle a cessé de me suivre après cela. J'ai chargé ma voiture en 3 voyages. Ce qui restait n'a pas pris longtemps. Des vêtements, quelques livres que je n'avais pas encore déménagés, mon nécessaire de rasage, la petite photo encadrée de ma femme que je gardais sur la table de chevet. Ma femme, Éléonore, était partie depuis 9 ans. C'était une photo d'un séjour en camping que nous avions fait quand Julien avait 15 ans et Mathieu 12. Elle riait de quelque chose hors champ. Je l'avais gardée sur chaque table de chevet à côté de laquelle j'avais dormi depuis sa mort. J'ai dit au revoir à la maison sans le dire à voix haute, comme on ferme un chapitre. Julien a appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner et s'est allé sur la messagerie vocale. Il a dit avoir appris que j'avais pris mes affaires et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, que j'étais mélodramatique, qu'il espérait que je me calmerais et que je le rappellerais pour qu'il puisse régler cela. J'ai écouté le message 2 fois. Le mot qui m'est resté était mélodramatique. Comme si l'échange des 2 dernières années et demie pouvait se résumer à un simple état d'âme de ma part. Je n'ai pas rappelé ce jour-là. Ce que j'ai fait à la place, c'est appeler mon notaire. Je veux être précis ici, car la précision compte. Je n'étais pas allé chez Julien avec l'intention de le punir. Je n'avais pris aucune de mes dispositions financières comme un piège ou une stratégie. Je les avais prises parce que j'ai 70 ans, que j'ai été un homme prévoyant toute ma vie et que les hommes prévoyants prennent des dispositions. Mais il y avait quelques points à revoir maintenant que ma situation de logement avait changé et un notaire était le bon point de départ. La première chose était l'accord que Julien et moi avions concernant ma voiture. 2 ans plus tôt, quand j'avais emménagé, Julien avait suggéré que j'ajoute ma voiture à leur contrat d'assurance, disant que ce serait moins cher sur un contrat familial. Je l'avais fait sans trop y réfléchir. Maintenant que je ne vivais plus là-bas, cet arrangement devait prendre fin. J'ai fait mettre ma voiture sur son propre contrat l'après-midi même. Julien et Claire verraient l'ajustement sur leur prochaine facture. La deuxième chose était le virement permanent. Environ 8 mois après mon emménagement, Julien avait mentionné que les courses étaient devenues chères et m'avait demandé si je pouvais contribuer mensuellement, ce qui me semblait raisonnable. J'avais mis en place un virement automatique de 800 € par mois sur un compte joint que nous avions créé pour les dépenses du foyer. Je faisais ce virement chaque mois depuis lors. J'ai arrêté le virement le matin après la fête d'anniversaire et je n'en avais tout simplement pas encore parlé à Julien parce que Julien n'avait rien demandé. Il a demandé le jeudi. Il a appelé dans l'après-midi, d'une voix différente de celle du premier message, moins méprisante. Il a dit que le virement pour les courses n'était pas passé, que Claire l'avait remarqué et il a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que tout allait très bien. J'ai dit que j'avais arrêté le virement parce que je ne vivais plus dans la maison et que contribuer aux courses ne semblait plus logique dans ces circonstances. Il est resté silencieux un moment. J'ai ajouté que tant que je l'avais au téléphone,
je voulais aussi mentionner que j'avais examiné les chiffres des 2 dernières années et demie. La garde d'enfants que j'avais assurée, basée sur le tarif du marché pour une nounou à plein temps dans leur secteur, s'élevait à environ 80 000 €. Je ne les réclamais pas. Ce genre de transaction avec mon fils ne m'intéressait pas, mais je pensais qu'il devait avoir ce chiffre en tête pour comprendre ce que ces dernières années avaient représenté. Ainsi, lorsqu'il utilisait des mots comme mélodramatique, il aurait un contexte. Un autre silence. Il a dit papa, je ne savais pas que tu tenais les comptes. J'ai répondu que ce n'était pas le cas. J'avais fait le calcul la veille au soir pour la première fois et je pensais qu'il devait savoir. Il a dit que Claire et lui avaient subi beaucoup de pression. J'ai dit que je le savais. J'avais été là pour le voir. Il a dit que les choses avaient simplement glissé et il a admis que ce n'était pas juste. Il le savait. J'ai dit Julien, j'ai cuisiné ton agneau d'anniversaire et je suis resté seul près de la fenêtre pendant 1 heure le jour de mes 70 ans, sur une chaise qui avait été poussée de côté pour faire de la place à une table de cocktail. Il n'a rien dit pendant un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était différente, plus jeune, d'une certaine manière, comme la voix qu'il avait quand il avait peut-être 16 ans et qu'il avait pris une mauvaise décision et qu'il le savait. Il a dit papa, je suis désolé, je pense que j'ai juste arrêté de te voir. Ces 5 mots, j'ai arrêté de te voir. J'y ai beaucoup repensé depuis cet appel, à la façon dont une personne peut partager une maison avec quelqu'un pendant des années et le reclasser lentement. Comment cela se produit discrètement et progressivement et puis un jour vous installez une table de réception devant sa chaise parce que vous ne réalisez plus que c'est sa chaise, comment cela ne nécessite aucune méchanceté. C'est peut-être presque le pire. Julien ne me détestait pas. Il avait simplement, quelque part en chemin, cessé de me voir comme une personne dont la présence dans la pièce comptait. Éléonore aurait su mieux me parler de cela que je ne peux le faire moi-même. C'était toujours elle qui savait nommer la forme des choses. J'ai dit à Julien que j'avais besoin d'un peu de temps. Il a dit qu'il comprenait. Il a demandé où je logeais et je lui ai dit que j'étais dans la ville de Mathieu. Il a dit qu'il était content que j'aie un endroit où aller. Je pouvais sentir qu'il était sincère et je pouvais sentir que la signification de cela était aussi une petite révélation pour lui, qu'il était content que son père ait un endroit où aller parce que, quelque part au cours des années précédentes, il avait cessé de se demander si c'était vrai. J'ai laissé passer les semaines. Je ne souhaite pas que Julien souffre. Je veux être clair là-dessus. Certaines personnes entendent une histoire comme celle-ci et veulent que le règlement de compte soit brutal. Elles veulent que le fils perde son travail et sa maison et reste sous la pluie en comprenant ce qu'il a fait de mal. Ce n'est pas ce que je voulais. Julien n'est pas un homme mauvais. C'est un homme qui s'est installé dans son confort et a cessé de prêter attention et ce n'est pas la même chose, même si cela peut produire des dommages similaires. Ce que je voulais était plus simple. Je voulais être vu. Au début du printemps, environ 4 mois après la fête d'anniversaire, je suis allé chez Julien un dimanche après-midi. J'ai appelé avant de venir cette fois-là. Il m'a accueilli à la porte. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où j'avais mangé 3 dîners par semaine pendant 2 ans et demi, et nous avons parlé longtemps. Lucas a grimpé sur mes genoux après 20 minutes et s'est endormi là, comme il le faisait quand il avait 2 ans. Léa m'a apporté un dessin qu'elle avait fait, une serre avec un soleil jaune, et a dit que c'était pour mon nouvel appartement. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans la poche de ma chemise. Julien a dit que Claire et lui avaient commencé à avoir un conseiller conjugal. Il a dit que c'était l'idée de Claire, ce qui m'a surpris. Et puis il a ajouté qu'en fait ce n'était pas entièrement son idée à elle, ce qui m'a moins surpris. Il a dit qu'ils avaient parlé des façons dont ils avaient laissé les choses se dégrader. Il n'a pas utilisé le mot moi spécifiquement, mais l'architecture de ce qu'il disait était claire. Je lui ai parlé de la vente du terrain, de l'appartement, du fait que ma retraite était plus confortable qu'il ne le réalisait probablement parce que j'avais toujours été une personne réservée sur l'argent et que j'avais apparemment été plus réservé qu'il n'était utile. Il a ri un peu à cela, un rire surpris et légèrement douloureux. Je lui ai dit que je ne disparaissais pas. J'ai dit que Lucas et Léa ne perdaient pas leur grand-père à cause d'une mauvaise fête d'anniversaire. Je lui ai dit que ce dont j'avais besoin de sa part à l'avenir n'était rien d'extravagant, juste d'être vu, d'être une personne dans la pièce, pas un utilitaire dans la pièce. Il a dit je sais papa, je le sais maintenant. Je l'ai cru. Pas entièrement, pas aveuglément, de la manière dont on pourrait croire quelqu'un quand on a 25 ans et que tout semble devoir toujours rester identique.
je l'ai cru de la manière dont on croit quelqu'un à 70 ans, c'est-à-dire en tenant compte de l'expérience, avec la compréhension que les gens changent lentement et imparfaitement et que croire en quelqu'un n'est pas la même chose que de lui donner quelque chose gratuitement. Je vais voir Lucas et Léa la plupart des dimanches maintenant. Parfois, je reste pour le dîner. Julien et moi avons eu plus de vraies conversations au cours des 6 derniers mois que je pense en avoir eu au cours des 3 dernières années où je vivais dans sa maison, ce qui en dit long sur ce que représente réellement la proximité sans la présence. Mon appartement possède une 2e chambre. J'y ai installé une petite étagère et un fauteuil confortable et Lucas l'a déjà revendiqué comme l'endroit où nous faisons des puzzles. Il l'appelle la salle des puzzles avec le sérieux d'un enfant qui a nommé quelque chose d'important. Certains soirs, je m'assieds à la fenêtre de ma cuisine avec un café et je regarde le ciel s'assombrir sur les toits. Je pense à Éléonore. Je pense au séjour en camping sur la photographie, à la façon dont elle riait de quelque chose que j'avais dit, quelque chose dont je ne me souviens plus. Je pense à toutes les choses que l'on ne sait pas que l'on construit jusqu'à ce que l'on regarde en arrière et qu'on les voit. Je pense à Lucas endormi sur mes genoux un dimanche après-midi et à la serre de Léa avec le soleil jaune plié dans la poche de ma chemise. Je suis sorti d'une fête d'anniversaire qui ne me voyait pas. Je suis revenu avec un appartement que j'ai choisi pour moi-même, un fils qui apprend à regarder à nouveau, et 2 petits-enfants qui sauront, sans aucun doute, que leur grand-père n'a jamais été qu'une personne à l'arrière-plan. Le départ discret n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, c'est exactement là que l'histoire commence. Cette histoire nous rappelle avec force que le respect et la reconnaissance ne sont jamais acquis, même au sein de la famille. Dans nos vies modernes et trépidantes, il est trop facile de transformer ceux qui nous aident en simples rouages d'une organisation logistique, en oubliant l'être humain derrière le service rendu. Jean-Pierre a eu le courage de ne pas se laisser enfermer dans ce rôle de fantôme domestique. Son geste n'était pas une vengeance, mais une nécessaire reprise de dignité. Il est crucial de se demander si nous voyons réellement nos aînés pour ce qu'ils sont, avec leur histoire, leur sacrifice et leur sensibilité, ou si nous ne voyons que l'utilité qu'ils nous apportent au quotidien. Le silence peut parfois être plus parlant que de longs discours, et savoir et s'éloigner pour mieux se retrouver est une preuve de sagesse. La réconciliation finale montre que le changement est possible, mais qu'il nécessite une prise de conscience brutale de la part de ceux qui ont cessé de regarder. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de Jean-Pierre de partir sans faire de bruit pour protéger votre propre valeur ou auriez-vous tenté de provoquer une confrontation directe dès le soir de la fête?